La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis à partir de 9h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis à partir de 9h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Pas fini, Haïti chérie, changement qu'a fini, Haïti chérie, la vie pas finie. Bonsoir tout le monde, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes là. Vous savez que depuis 4 ans, quand on est mardi, il y a comme une odeur de café. C'est pas n'importe quel café, c'est pas celui que vous prenez quotidiennement, ou celui qui est assez insipide dans un resto bidon. C'est un café spécial. C'est Café Philo. Normalement, Café Philo, c'est une initiative qui a été prise par l'association culturelle Café Philo en Haïti, dans le but d'imposer le débat dans le milieu social haïtien. Café Philo voudrait justement vous donner ce plat de débat avec les ingrédients qui sont les suivants: l'économie, la politique, le culturel et pourquoi pas l'art. Mais tous ces ingrédients-là sont pimentés par la philosophie. Eh bien, encore ce soir, on est là pour le débat avec bien sûr un thème assez particulier puisque c'est un jour particulier. C'est l'anniversaire de la Constitution d'Haïti. Nous avons avec nous un grand intervenant. Mais juste avant de vous le présenter, vous qui êtes là et vous qui êtes chez vous, nous allons justement respecter scrupuleusement la démarche habituelle de Café Philo. Nous allons nous mettre debout pour entonner l'hymne national du pays. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Toujours dans l'intention de respecter le format de Café Philo, on vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Julio César Barbosa, Hasta Siempre Comandante. C'est la chanson fétiche de Café Philo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara,
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous voici à la deuxième ligne droite de cette activité assez enrichissante, Café Philo, un espace de débat, un espace public dans le sens habermasien du terme. Eh bien, nous allons dans la perspective de lier le visuel au débat, à l'audio. Nous allons vous inviter à apprécier cet entretien entre le professeur Montferrier d'Orval et, bien sûr, un intervenant de Café Philo. Bonne appréciation. Mais il faut respecter la balance stabilité, tout. Il ne faut pas respecter. Oh, mais la violation de la règle du droit la peut entraîner l'instabilité. L'instabilité entraîne la violence entraîne la misère, il n'y a pas d'investissement dans le pays. Le président vient avec 4 E. Au départ, il vient 5 E, il a mis 6 E. Bon, maintenant, il dit 5 E. Moi, je dis le premier des E, c'est l'état de droit. Et pour moi, l'état de droit est transversal. On n'a pas de transversalité. C'est lui qui parle bon, le pas garantie. Parce que si un pays n'est pas capable, il parle de stabilité. Un pays n'est pas capable, même on date d'élection par exemple. Nous ne sommes pas capables d'une élection qui fait, même s'il y a des petits problèmes, mais nous ne sommes pas capables d'une élection qui fait de manière pacifique.
Non, mais moi, je dis nous que je m'organise tout. Parce que bulletin, c'est pas nous qui faisons. Compter bulletin, c'est pas nous-mêmes. Bas résultat, c'est pas nous-mêmes. Et je ne t'attends pas, blanc dit non, c'est pas ça, mais comment lier. Et c'est pas là nous obligés d'appliquer. Le problème qui pose, c'est parce que, pour moi, il nous faut instituer l'état de droit. D'abord, il faut nous construire l'État. L'État garant du bien-être des gens. L'État qui défend l'intérêt général. L'État qui est organisé, qui fonctionne organisé. Et puis, on l'État qui a fonctionné sur la loi. Premier monde qui impose les droits, c'est le chef de l'État. Mais son chef d'État vient avec l'État de droit, pas pour l'État de droit. Il dit son slogan. L'État de droit. Je vais dire un article récemment dans mes livres, c'est d'abord l'État de droit garant de la stabilité du progrès. Et l'article là, il fait effet. Mais je trouve que si nous ne pas voir ça, nous ne parlons nulle part. Et c'est ça que son thème va galvauder. Le président chef d'État, il est même premier qui a imposé le droit sur le président. Dès lors que le président rentre dans l'État, il n'est pas pour lui encore. C'est la loi qui peut régner. Donc, si le droit n'est pas bon, on a changé. C'est la Constitution d'abord. Donc, maintenant, si nous ne pas respecter l'institution, nous ne pas respecter la Constitution, nous ne pas instable, nous ne pas jamais de côté pour nous hier. Alors, Jean nous dit, madame, fait débat, parce qu'on connaît même mécanisme pour changer la Constitution, on connaît qui ça le prend. C'est compliqué. On connaît le compliqué. Voilà, et non seulement le compliqué, il y a des petits passés dans le derrière qui a fait la donne. Parce que moi-même, j'ai l'impression qu'il y a un plus gros problème pays très souvent. Il y a un problème de monde. Ça veut dire, moun yo, acheter yo, bon, son problème, tout le monde s'est vendu à défendre. Et je pense que ça, c'est une question peut-être qui est capable de venir dans le débat. Parce que je me dis que, parce qu'on ne parle pas d'amendement, mais c'est profaner la Constitution. Mais on parle d'amendement constitutionnel, M. Dorval. Dernière question, et on va ça. Mais de quelle constitution parlez-vous, cher maître? Bon, c'est un débat qu'on va y arriver, on va d'aborder, parce que il y a 3 éléments qu'on va aborder. On va aborder des questions anti des constituants, après 7 février, 86 départ janvier. Et puis qu'on y a, nous va parler que protection de la liberté, nous va parler aussi que les amendements, et nous va poser le problème de la réforme globale de la Constitution, qui est Constitution pour Haïti. Parce qu'on connaît jusqu'à présent, on a fait des constitutions 87, on a fait des constitutions amendées, sous qui le pays a gouverné, ça pour côté ça me gêne en tant que professeur de droit. Et même les amendements, je considère des amendements de fait. Parce qu'il y a normal dans le pays. Pour qu'on constitution, il faut faire un amendement constitutionnel, et puis qu'on y a pour dire le texte qui est publié, pas texte qui a été voté. C'est pas qui grave, monsieur. Bon, pas même publié, même. Texte qui sorti dans le Parlement, c'est pas l'équivalent parler national. Et même que ce arrivé dans le Parlement national, n'est pas naturel. Et jusqu'à présent, personne pour que j'aime capable de dire qui côté texte a hérité, qui moun qui hérite avec elle, qui moun qui altère, qui moun qui fait changement. Pour moi, c'est grave. C'est une grave profanation. Et n'est-ce pas nous. Il y a des collègues qui parlent de fond en écriture. C'est grave. Oh! Comment tu veux un texte publié? Quand il y a une réunion. On n'a pas de bagages qui sont au-dessus de la loi. Hein? Oh. De toute loi pays. Grave, oui. Maman, loi, tout pays. Oh, pays, oui. Okay. Jusqu'à présent, on a posé problème. Qui consomme en vigueur? Qui ça pas en vigueur? C'est un problème, monsieur. Okay. Donc, monsieur, et ça, comme tu dis, monsieur. Mais ça n'a pas tellement dérangé la société. Hein? Ça aggrave tout. C'est ça que fait nous autres qui concernés par le problème. Nous dit que il nous faut une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Ou plus pour une nouvelle qu'un amendement. Oui, mais quand on parle passer, dans la réforme globale, il faut me poser pour l'amendement. Oui. Il faut me voir l'amendement. D'où maintenant, il faut nous poser le problème du régime politique. Est-ce que nous avons besoin d'un Premier ministre, qui président, qui j'ai pour le faire, comment on va organiser l'État? Parce qu'il y a 3 pouvoirs. Comment les relations des pouvoirs peuvent être organisées? Nous avons un système qui arrive qu'on a tout après, post-86, qui s'est influencé l'élaboration de la Constitution, qui a un problème dans la Constitution avec un système que nous ne pouvons jamais rentrer là-dedans. Et maintenant, il faut nous arriver, nous dire, bon, nous faisons mise à plat. On mise à plat la Constitution, nous gardons l'amendement, puis nous là pour nous garder le régime politique là. La réforme qui devait être faite n'a pas faite. Il faut nous poser pour le régime politique. On vient d'assister avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, ce documentaire est assez alléchant. Vous suivez toujours Café Philo, cette activité qui voudrait justement faire du débat une activité quotidienne dans votre vécu. Eh bien, rapidement, nous allons évoquer le thème d'aujourd'hui. Et le sujet, bien sûr, c'est penser l'actualité, regard critique sur la question constitutionnelle en Haïti. Il y a ce péripatéticien et Aristote qui eut à dire que l'homme, c'est un animal politique. Autrement dit, l'essence même de l'humain, c'est de vivre au sein d'une société.
L'homme est en commerce de façon quotidienne avec l'autre. Qu'est-ce qui conditionne ce commerce-là? Bien sûr, il y a un élément essentiel. On pourrait dire que c'est le piment même de ce rapport entre l'homme comme individualité avec l'autre, avec l'alter. C'est la loi. Et bien sûr, les philosophes se sont toujours intéressés à cette question de la loi dans la société. Nous pourrions citer beaucoup de philosophes, mais ce soir, nous allons nous arrêter bien sûr à certaines actions particulières. Pourquoi pas commencer avec Voltaire qui eut à se positionner dans l'affaire Calas par rapport à une certaine injustice. Autrement dit, il y a certains philosophes qui se sont dit qu'il faudrait éviter carrément la dictature de la loi. Autrement dit, c'est vrai que la loi arrange le rapport entre les hommes, mais en même temps, la loi, quelque part, pourrait nuire. Quand, par exemple, un monsieur comme Karl Marx dit que c'est un outil au préalable entre les mains des dominants. Donc, la loi, c'est un élément, c'est un concept assez, et je dirais, complexe. C'est un concept dont il faut considérer avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a aussi Émile Zola qu'on pourrait prendre en exemple dans l'affaire Dreyfus, qui s'est positionné, qui s'est révolté même contre une injustice faite à un citoyen de la cité. On pourrait citer beaucoup d'auteurs, des auteurs qui ont marqué l'événement, je dirais, de l'histoire et aussi de la réflexion sur la philosophie de ce rapport qui existe entre la politique et aussi le droit. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la constitution haïtienne, cette constitution qui a un vécu, qui a un passé, qui a une historicité, et aussi cette constitution qui semble conditionner l'homme haïtien. Il y a des questions qui s'imposent. Premièrement, on pourrait se demander, est-ce que la constitution haïtienne n'est pas dans une approche exclusive? On pourrait dire aussi que la constitution haïtienne n'est-elle pas une constitution peu originale, parce qu'on sait que quelque part, elle a été calquée historiquement sur d'autres constitutions. Nous n'allons pas faire de personnalité. Tout le monde sait ici que nous sommes des anciens colonisés de la France. Eh bien, on pourrait poser une dernière question avant de passer la parole à ce professeur éminent qui est à côté de moi. Eh bien, on pourrait poser cette question: où se trouve la frontière entre la dictature de la loi et cette loi qui pourrait créer l'équilibre dans les rapports sociaux? Professeur Demeza, Auguste est avec nous ce soir pour discuter sur le sujet suivant: penser l'actualité, regard critique sur la question constitutionnelle en Haïti. Juste avant de passer la parole au professeur Demeza qui est là avec nous, et une présentation dans la brièveté s'impose. Parcours académique, on sait qu'il a fait l'école normale supérieure, les sciences sociales, et aussi il a fait des études en planification et statistique au Chili. Et il a décroché une maîtrise au Canada en ce qui a trait aux sciences de l'éducation. Professeur Demeza, c'est un conférencier hors pair, chevronné. Professeur Demeza, bonsoir, bienvenue à Café Philo. Bonsoir, je vous remercie. Bonsoir, je vous remercie pour ces propos introductifs. Je remercie aussi ceux et celles qui ont fait le déplacement pour venir débattre sur la question constitutionnelle, question qui empoisonne depuis 29 ans l'existence même du peuple haïtien. Avant d'aborder la question constitutionnelle en tant que telle, j'aimerais faire quelques mises au point qui permettront de situer mes propos dans le temps et dans l'espace. Premièrement, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un constitutionnaliste, je ne suis pas un spécialiste de droit public, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un politologue, et je ne suis pas surtout, et encore surtout, un politicien. Ce que je suis par contre, un simple citoyen qui revendique le droit à la dignité, à la vie juste et bonne, à la liberté, à l'égalité, au bonheur, pour tout le monde qui vive à l'aise. Utopiste, je me revendique utopiste,
dans le sens positif de ce terme, car les Allemands distinguent l'utopie chimérique et l'utopie qui se projette dans un avenir, dans un futur qu'ils voudraient construire et qu'ils voudraient qu'il soit inclusif. Rêveur, je veux le demeurer pour croire que cet Haïti pensé par la Constitution de 1801, concrétisé par la Déclaration d'indépendance de 1804, perpétué par l'armée souffrante de Jean-Jacques Cacao, dite dans le manifeste de Pralin en 1843, transcendé par ceux qui n'ont pas courbé les chines en 1915, réinventé l'espoir en 1946 par cette jeunesse portant presque culotte courte. De ceux qui se sont donnés jusqu'au sacrifice de leur vie lors des différentes tentatives de rejeter les ténèbres de 1957. J'espère que cet Haïti soit. Ce que je voudrais ne pas être, interpréter la Constitution en fonction de mes intérêts momentanés, renier ce que j'ai mis du temps à construire juste pour intégrer un gouvernement à partir d'une interprétation aberrante, illusionniste et malsaine de la Constitution. Ce que j'ose espérer, entrevoir à l'aube de mes 61 ans, cet Haïti autre, cette Haïti nouvelle, tant rêvé. 29 ans déjà. Si nous nous référons au cycle historique, 1930, l'émergence de la dictature avec Sténio Vincent jusqu'à 1986, ce fameux 7 février, avec le départ du président Duvalier ayant remis sa démission. Malheureusement, il n'a pas été chassé. Il a eu le temps de remettre sa démission. 29 ans de rêve, de désespoir. 29 ans pour donner naissance à un autre anniversaire triste au mois de novembre, le 29 novembre. 29 ans déjà, j'entends encore la voix de Papigeot sur les ondes de Radio Soleil, demandant à la population d'aller voter ce 29 mars 1987, leur constitution. Je vois encore cette population endimanchée, le plus souvent de blancs vêtus, se mettre en ligne sans rechigner, d'être patient et d'attendre. Ils n'ont pas imité ces deux qui étaient devant la faculté de médecine et pour un plat de fritaille servi à l'un avant l'autre, à dégainer et à tirer. Non, le 29 novembre 1987, il y avait la fierté, il y avait la dignité, il y avait le respect de l'être. L'article 291 semblait galvaniser la population. Une fois de plus, encore une fois, un slogan servi de moteur pour le vote de cette constitution. Makout Paladan. Et le temps va donner naissance à d'autres slogans encore pires au cours de ces 29 ans. La Constitution fut-elle publicisée, c'est-à-dire expliquée, explicitée dans les deux langues? Est-ce qu'elle fut l'objet d'une communication sociale? Est-ce qu'elle a été mise à disposition de la population? Je laisse certes ce débat intéressant et important aux spécialistes, aux historiens. Mais cependant, si nous consultons les journaux de l'époque, et s'ils sont encore disponibles, nous arrivons à écouter les bandes sonores des différentes stations de radio, nous verrons qu'en termes de débat, il n'y a eu qu'un seul et unique slogan, Makout Paladan. Pour mémoire, quand les forces alliées, après la reddition de l'armée hitlérienne allemande, demandèrent à un groupe d'Allemands de se mettre ensemble pour la rédaction d'une constitution, mais ces forces alliées imposèrent une condition à ces intellectuels allemands. Il devait y avoir un article interdisant à tout Allemand, ayant de près ou de loin participé au massacre organisé par Hitler, d'être exclu de la vie publique, de la vie politique, pour une période de 10 ans. Ces Allemands, de commun accord, se mirent debout et annoncèrent aux forces alliées, il n'y a pas un seul Allemand
qui n'a pas été coupable. Le fait même de ne l'avoir pas dénoncé, nous étions coupables. Donc à ce moment, nous ne pouvons pas accepter d'exclure aucun citoyen allemand. Par contre, l'article 291, dans l'esprit revanchard de l'époque, comme l'a dit tout à l'heure Maître Montferrier-Dorval, dans l'incapacité des bien-pensants de dire que cette mesure allait créer des problèmes dans l'avenir, et les problèmes devinrent réalité très vite et très rapidement, un certain 29 novembre 1987 à la ruelle Vaillant. Je me permettrai de lire pour vous les préambules de la Constitution. Et je crois que ces préambules vont nous permettre, sans commentaire de ma part, va vous permettre de prendre conscience de cet acte nouveau, de ce geste symbolique, de cette volonté de favoriser l'émergence d'un État autre, d'un État différent, d'un État où l'humain serait le centre. Mais malheureusement, le temps allait donner tort à ces préambules. Préambule 1. Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, vive à l'aise, conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Des droits inaliénables et imprescriptibles à la vie. Il y a 3 jours, pas plus tard que dimanche. Pas à 5 km, pas dans les montagnes d'Haïti, pas dans les coins reculés. 3 jeunes filles qui ont commis le crime, et le seul unique crime de leur vie, d'être nées sourdes et muettes, ont été lynchées par une partie de la population cabaretienne de la ville de Cabaret parce qu'elles ont été assimilées à des loups-garous. Et nous parlons de droits inaliénables et imprescriptibles à la vie. Deuxièmement, pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante, 80% de la population croupie dans la misère la plus abjecte. Cité Caton existe encore à Cité Soleil. Quand il pleut, ça veut dire qu'il y a des maisons qui se déchirent. Et nous prônons une nation haïtienne socialement juste. Économiquement libre, 60% de notre budget est supporté par les pays dits amis d'Haïti. Moi, je dirais de préférence les pays donneurs d'ordre d'Haïti. Et politiquement indépendante. On a attendu 111 ans pour avoir notre première occupation. La deuxième a eu lieu après en 1994, la troisième en 2004. Donc nous réduisons le temps historique pour que nous ne soyons pas politiquement indépendantes. N'a-t-on pas vu un président de la République de dire « Je ne crains pas pour mon fauteuil bourré, car la MINUSTAH est là ». Et nous applaudissons tous, haïtiens, en tant que renégats de la Constitution haïtienne à cette déclaration. Alinéa 3. Pour établir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. Les valeurs, maître mot, le respect de l'autre, la dignité, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit au transport, le droit simplement de respirer, le droit de ne pas avoir peur, le droit de se sentir libre de marcher dans les rues, le droit de se sentir vouloir vivre et de vouloir partager. Les valeurs. Les valeurs. Une jeune fille, il y a 2 semaines, surprise en train de plagier avec son téléphone portable, dans une salle de classe, dans un collège, non pas éloigné de nous, au Haut-de-Bourdon, pas trop loin du sémaphore, a eu l'obligation de remettre ce téléphone au professeur surveillant à la fin de l'examen. Récupérant son téléphone, elle appela son ménage qui se présenta au sud établissement accompagné de 2 lascars, et les joues du professeur portent encore les traces des doigts de cet élève surprise en train de voler. Plagier, c'est voler.
Et jusqu'à date, ces policiers, cet amant amoureux est encore libre dans les rues, cette jeune fille est encore là. Voici les valeurs. Pour implémenter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inaliénables du peuple haïtien. Pluralisme idéologique. Quand j'étais jeune, tous les istes m'ont intéressé. Et les istes les plus importants dans ma jeunesse furent les istes allant de préférence vers ma gauche, non pas par ma droite. Actuellement, les istes pleuvent. Nous sommes libéralistes, nous sommes constitutionnalistes, nous sommes scénaristes, nous sommes députistes. Et nous sommes tout. Nous sommes tout, sauf des gens qui ont le sens du respect de l'autre, le sens des valeurs. L'alternance politique. En 30 ans, nous avons eu beaucoup de gouvernements provisoires. Et chacun de ces gouvernements provisoires a pour fondement la Constitution. Parce que les accords signés entre 3 individus n'ayant aucune autorité pour le faire, n'ayant aucune légitimité pour le faire, décident à un moment, en petits copains, comme à l'époque de Bebeto et de Romario. On l'a vu durant la Coupe du Monde. Petite passe de Bebeto à Romario, goal de Romario. Petite passe de Romario à Bebeto, goal de Bebeto. Alors là, nous sommes en train de vivre cette transition qui n'a pas de nom, cette transition qui n'a pas d'odeur, cette transition qui ressemble à tout, sauf à une transition. Cinquièmement, pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toute discrimination entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langue et de culture, et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et aux loisirs pour tous les citoyens. Toute discrimination entre les populations des villes et des campagnes. Simplement, il y a eu 2 mesures. Sur l'acte de naissance, on ne porte plus paysan. Et au lieu de parler de section rurale, on parle de section communale. Mais le bourg demeure encore le bourg et la campagne demeure encore la campagne. Les mots ont leur sens, mais malheureusement, nous avons la capacité de réinventer au quotidien le Robert, le Larousse, le Littré, pour arriver à assouvir ce que nous pourrions appeler notre volonté de grappiller à l'intérieur de l'espace public de l'argent étatique. La communauté de langue. Constitution 87, là, publiée par le Centre CEDH, Centre œcuménique des droits humains. L'intéressant, bord droite là en français, bord gauche là en créole. L'embra amendé, bord droite là en français, bord gauche là en créole. Donc la communauté de langue n'a pas survécu longtemps. Les 2 bords sont en français. Oh, les 2 bords sont en français. La communauté de langue n'a pas survécu longtemps, malheureusement. Et il ne faudrait pas non plus parler de culture quand la culture en Haïti pourrait se résumer en 3 mots. Carnaval, rara, fête champêtre. Et si on veut être, si on veut friser un petit peu la vulgarité, on pourrait traduire ça par G-O-U-Y-A-D-E-S. Je n'ai pas dit ça. Pour assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. Répartition harmonieuse. Nul n'ignore que la majorité des ministres de ce gouvernement de transition a été nommée par les députés et les sénateurs.
Donc je ne vois pas comment on pourrait parler de répartition harmonieuse des pouvoirs. Il y a même un ministère important de la République dont le fauteuil est gardé au chaud pour un sénateur qui estime avoir servi au législatif et qui estime que l'exécutif est peut-être plus juteux et plus amusant et plus possessoire. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective. Donc vous tous là, sans distinction, vous avez participé à l'arrivée au pouvoir, ce fameux 14 février, comme cadeau de la Saint-Valentin. Au lieu de vous donner un chocolat, on vous a donné un président, tout bonbon, marron ou rose, je ne sais point. L'équité économique. Le salaire d'un ministre brut est de 120 000 gourdes. Le salaire de certains employés de la fonction publique n'est que de 5 000 gourdes. Donc, le fossé entre ceux d'en haut et ceux d'en bas est énorme. Faites le ratio et vous vous rendrez compte. Comment peut-on parler d'équité économique? Les droits humains, là, définitivement, il faut applaudir. Il faut applaudir parce que on s'est foutu totalement de notre gueule. On nous a dit parlez, parlez et parlez encore. On nous a donné la liberté d'expression. Nous en sommes fiers. Nous avons fait dernièrement toute une cabale sur la liberté d'expression, sur la liberté de dire. Mais on ne nous a pas donné la liberté de manger, la liberté de nous vêtir, la liberté de nous loger, la liberté d'éducation. Non. Nous sommes restés au niveau des droits humains de première génération, la liberté d'expression. Mais les droits humains de la seconde génération, les droits sociaux, les droits économiques, les droits culturels, les droits linguistiques, les droits environnementaux ne font pas partie de notre univers. Et malheureusement, nous sommes fiers, nous sommes heureux. Café Philo peut exister, son gros affaire, liberté d'expression, des jeunes petits garçons, des jeunes petites femmes là, ils doivent parler libre. 80% de la population crève de faim. Ils levé le matin, ils prennent une tasse nada. À midi, ils prennent 2 tasses rien. Et le soir, ils prennent une tasse nothing. Et ils jouent moyen chaque jour. Chaque jour. Ils jouent moyen chaque jour. Ils font ça pour faire. Nos tripes s'adaptent à la poussière de l'environnement. Donc voilà donc ces préambules qui devaient donc diriger la vie nationale, la vie de cette nation à partir du 29 mars 1987. Malheureusement, ils ont tué le 29 novembre 1987 le Vieux Blanc. Je vous recommande fortement ce roman de Roger d'Orsainville. Ils ont tué ce Vieux Blanc. Et ce roman s'inscrit dans cette grande générosité de cœur des pères fondateurs de la nation. Ce Vieux Blanc est issu de Casals, donc descendant des Polonais. Ils ont tué ce Vieux Blanc, campagnard, vivant dans le monde rural, dans la ligne, armé de sa carte d'identité nationale, avec la volonté de dire « je vais m'inscrire dans le présent, je vais participer à l'édification du futur, je vais voter ». Et il fut assassiné. Jusqu'à date, il n'y a pas de mémorial à la Ruelle Vaillant pour ceux qui sont tombés. Nous oublions ceux qui sont morts à la Ruelle Vaillant. Mais vous oubliez une chose certaine. Ce meurtre, ces crimes odieux ont aussi assassiné la Constitution de 1887. Tant aussi longtemps que nous ne pourrons pas nous remémorer de ces actes brutaux, barbares, infra-humains, posés contre tout un peuple, que nous n'arriverons pas à en prendre conscience, on va continuer
à nous avilir. On va continuer à nous bafouer. On va continuer à nous toupiser. C'est à nous et à nous seuls de questionner ces actes et de les inscrire dans la mémoire pour que nous ne nous oublions pas. Une constitution n'est pas un recueil d'articles constituant la loi mère. Une constitution va au-delà de ce qu'on pourrait appeler un cadre légal. Une constitution propose une vision, propose un mode de vivre ensemble. Une constitution, c'est un pacte, pas un pacte de gouvernabilité nécessaire, mais ce pacte de gouvernabilité va découler de ce contrat social, de ce vouloir vivre ensemble. Il faut que la Constitution donne à mon frère, à mon fils Yves Lafortune, les moyens pour qu'il puisse réfléchir sur une politique publique. Et cette politique publique doit s'inscrire dans la Constitution, parce que la Constitution dit l'humain est le centre de la vie, est le point focal de l'existence. Constitution, il y a des fondements philosophiques, des fondements éthiques, des fondements moraux, des fondements économiques, des fondements politiques, des fondements culturels, des fondements sociaux. Ce n'est pas un texte de loi comme ça qui imaginait, qui créait. Il est plus que ça. Je dis, je presque fini, tu es une plus vite. Malheureusement, nos questions en débat plus intéressantes. Il y a des bagages fondamentaux dans la tête nous. Pas de re-questionnement société en 87. Constitution, c'est un essai. Il était revanchard en même temps. Il était porteur dans notre vision de société. Même pas de questionner et un droit. Nous pas de questionner ces élites dites répugnantes, pas par moi, mais par un ancien ambassadeur américain. Et n'oubliez pas que ce jour-là, dans une salle, assis en train de manger, l'ambassadeur les a qualifiés d'élite la plus répugnante de l'Amérique latine. Il n'y a même pas eu un seul qui a eu la dignité. Et un geste de révolte pour l'Alpipi. Ils ont tout chita là, l'air fini. Ils se sont mis debout et ils ont applaudi l'ambassadeur américain. Donc ça veut dire que c'était la reconnaissance. La preuve pas neuf, l'année dans 9e. Il a parlé de 4e année fondamentale, l'année dans 9e, nous, c'est la preuve par neuf que déclaration, monsieur, t'es vrai. Multiplication, t'es bon et juste. Pour aller vite, on apprend débat habitaux. Problème constitution, posé essentiellement son problème d'institution. En 86-87, l'Occident et certains Haïtiens venant de l'extérieur, pressés de prendre les rênes du pays, nous ont fait croire qu'il y avait un binôme qui devait nous conduire vers la démocratie, c'était constitution et élection. C'est comme si on voulait construire l'Empire State Building sur la fondation d'Oncaïbois. Si institution pas faute, quel que soit soit écrit, ou pas qu'à changer rien la donne. Si pas élaborer une politique publique qui rentrait dans le cadre visionnaire de la Constitution pour conduire vers le changement, ou pas qu'à la donne. Si pas un préalable de gouvernance, là, ou pas qu'à la donne. Et là, je fais un saut dans l'intervention. Il faut établir la différence là entre modernisation et modernité. La modernité, d'après Yugen Habermas, son projet inachevé, la modernisation, c'est acheter ordinateur. Ils ont informatisé DGI, ils ont informatisé la douane, mais jusqu'à présent, magouille, pirède. Ordinateur, c'est soit maintenant l'estomac client que la sortie baou. Tandis que nos politiques publiques, nos vraies politiques de gouvernance au service et au profit de la majorité, ce n'est pas l'ordinateur qui a venu pour le changement, ce sont les hommes, c'est le cerveau, la mentalité, le retour et le retour aux valeurs. Le retour et le recours aux valeurs. Qui valeur dominante? L'argent, frère. D'ailleurs, toute nécessité d'où, ou bien Rodrigue Millier d'où, l'argent me pédiole, c'est pour ça que je corromps vacabon dans toute administration. Il faut une clé sous lui. Donc, Constitution partie son base, où il n'y avait pas de questionnement de cette société héritée en 86.
Or, pour nous changer la société en 86, nous avons besoin non seulement de constitution, nous avons besoin d'élections, mais nous avons besoin de questionnement du mode de fonctionnement des institutions pour élaborer un nouveau cadre de gouvernance. Et à partir de nouveau cadre de gouvernance, nous avons construit une politique publique qui peut permettre nous d'aller vers le changement. Pour aller encore, 2 points. Nous avons signaler nous quelques points importants, les articles 5 et 40 sur la question de la langue. Question article 40 dit pas aucun document officiel de l'État qui a publié dans le moniteur seulement en français. Constitution 80, ça a les amendements contre 87 là, publiés seulement en français. Or, article 40 là interdit. Article 8.1, on parle du caractère inviolable et inaliénable du territoire. 24 à 27 sur la liberté individuelle, et particulièrement l'article 27, l'alinéa 27.1 sur la responsabilité personnelle, tant pénale que civile et administrative, de quelqu'un qui occupe une fonction. Moi, ministre là, je ne peux pas dire c'est parce que je suis dans l'État, c'est parce que je suis membre du gouvernement. Je suis responsable civilement, personnellement, civilement, pénalement et administrativement. Nous ne pouvons jamais appliquer. Article 52 sur les devoirs des citoyens, et particulièrement, plus spécifiquement, l'alinéa 52.3, qui parle du service civique. Étudier en médecine, c'était là-dedans, faire préscolaire gratis. L'école fondamentale de 9 ans gratis. Secondaire gratis. 6 ans médecine gratis. Ils ont demandé 1 an de service social, ils ont dit qui saloperie, ça ne va pas travailler dans le monde. Le service civique. Le vouloir rendre service à l'autre. En 2010, les médecins haïtiens spécialisés étaient terrés chez eux ou pratiquaient dans le privé, tandis que des médecins sont venus du monde entier pour aider les plus démunis, les opérer et les encadrer. Nous avons retourné sur point ça. Et vers le temps des amendements, en 1957, l'Assemblée constituante était composée de 59 membres. Non, je termine là. L'Assemblée constituante était constituée de 59 membres. La révision pour l'amendement a été faite par 2 personnes. 2 génies. Haïti va génie. Le génie des bois dormants. On peut dire aussi, sans l'homme de se tromper, les génies malfaisants. C'était le combat entre un projet collectif, 59 membres, élus, et un projet individuel de personnes et un contrat. Regard critique, j'aimerais qu'on aborde la question, je propose que nous abordions la question entre modernisation et modernité. Nous abordions la question des rapports de constitution, renforcement institutionnel, gouvernance et politique publique. Et sur certains points sur la politique publique, je demanderai à mon jeune frère Yves Lafortune de venir m'aider, de parler aussi sur le contrat social, ce pacte national et cette urgence de se mettre ensemble en dehors de tout bluff et en donnant à tous la parole pour qu'il n'y ait pas ce dialogue sélectif dit national. Le seul national de ce dialogue fut le lieu de ce dialogue, le Palais national. Et je vous remercie et je demeure ouvert à toutes vos questions pour approfondir le sujet. Et le débat a été plus qu'intéressant, ça vous l'avez pu remarquer. On peut dire que M. Demesa, c'est un peu le taillon sur l'agora ici à Café Philo. Bien sûr, vous allez avoir droit de poser des questions, mais juste avant, nous allons prendre une petite pause. De retour et après la pause, vous suivez toujours Café Philo, cette activité gigantesque. Voici venu le moment que vous attendez tous, le moment où vous avez le droit de réagir. Et chez vous, vous pouvez aussi poser votre problématique sur la question. Nous allons commencer avec la première série des questions. D'abord, nous appelons M. Yves Lafortune. Ensuite, ce sera au tour de Walex Pierre. Et après, ce sera au tour de Andy Frédéric. Enfin, ce sera le tour de Bonsai Arthur pour la première série des questions. Normalement, nous recommandons par rapport à la question du temps la brièveté totale et du côté des personnes qui vont poser les questions et du côté de l'intervenant. Monsieur Yves Lafortune.
Je dis bonsoir à l'assistance et aussi à M. Auguste de Meza qui vient de nous gratifier de cette intervention des plus intéressantes dans la mesure où elle a été articulée d'une autre façon. Et c'est le regard critique sur la question constitutionnelle. Moi, j'ai intervenu parce que dans la même ligne avec M. Auguste de Meza, pour me expliquer, enfin, pour me poser une question, mais quand même, moi, permettre-moi venir en lumière sur tout, sur discours. Matin, j'entendais un ancien Premier ministre, qui je dis un chef de cabinet, qui a parlé et qui dit que, qui font parallèle dans les pays occidentaux ou bien d'autres pays développés, n'importe qui moun pas qu'à taguer pour être capable de devenir directeur général, ministre, etc. Il y a un cheminement pour faire. Et là, nous connaissons que ces cheminements sont capables peut-être permettre que nous ayons un sens de l'État. Et nous-mêmes, nous avons ces saltailles et nous pas fait. Qui vient faire que nous toujours nager dans ça, le sens, enfin la méconnaissance de l'État. Et là, entrant dans la méconnaissance de l'État, ça, même la question de la Constitution, ça demande, enfin, ça participe d'une dimension philosophique. Si vous pas qu'à apprendre à vivre ensemble, ça qui c'est philosophie, hein, moun qui vient diriger nous pas un sens de l'État, est-ce qu'on pense, professeur Auguste de Meza, nous qu'a fait un pas parce que il y a une inadéquation totale. Ceux qui nous dirigent viennent de n'importe où et nous prenons plaisir, fait abus avec lui parce qu'aujourd'hui nous frisons l'indécence. Et c'est comme je dis pour me finir, parce qu'on a parlé de politique publique, j'entends la ministre à la condition féminine dire à la radio que le pral combattre la féminisation de la pauvreté. Alors que la féminisation de la pauvreté devrait être une politique publique définie plus haut et que dans l'ensemble, c'est-à-dire la politique générale du Premier ministre, que tous les ministres appliqueraient en ce qui leur concerne. Donc maintenant, voilà la méconnaissance de l'État, que dans un temps supposément court, que quelqu'un pense pouvoir résoudre le problème de la féminisation de la pauvreté en Haïti. Donc c'est mal comprendre l'État, mal cerner les politiques publiques, et du coup, la population est livrée à elle-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens pour une sortie? Moi, je ne sais pas. Monsieur Walex Pierre, deuxième question. Intervention maintenant par le chita surtout sur m'a chercher lumière. Puisque nous avons parlé sur l'actualité, nous avons regardé de manière critique la question constitution. Et dans l'intervention professeur de Meza, ancien professeur de sociologie et d'éducation dans la faculté de technologie, 29 ans constitution, et dans l'intervention professeur, il parlait en pile sur massacre réel vaillant sur constitution. Et dans l'intervention là, il a posé problème précarité dans le quartier Cité Soleil, Cité Caton, etc. Et même problème misère. Je n'ai pas demandé au professeur de Meza, peut-être son forme, je vais chercher les miens, mais capable de dénonciation. Ou pas parler tout 12 mars 90 sous massacre paysan Piatio, que famille ou de Meza, famille de Meza, impliquée directement dans déposséder paysans de terre ou gain dans le pays. Deuxième question, on a parlé de toute critique qui existait sur réalité pays, politique publique, etc. Patati patata. Comme ancien professeur de sociologie d'éducation, on a posé problème système éducatif là. Mais professeur de Meza, on pas parlé que vous êtes un expert dans le ministère de l'Éducation nationale actuellement, on a parlé sur généralisation nouveau secondaire là. Comment vous êtes capable de situer dans critique système là alors que ou même vous êtes un technicien qui a pensé un système éducatif dans le pays? Monsieur Andy Frédéric. Mais moi-même tout, moi t'ai fait quelques remarques, moi pas de questions. Et dans le début de l'intervention, on précisait que ou pas un
ou paillon juriste. Là, vous aviez raison. Ou précisez que ou parents politicien. Là, vous avez tort. Et quand on a tort, il faut s'en excuser. Et aussi, dans l'intervention là, vous mettez accent et vous citez car 3 moun sou yo que moun qui pas attendé yo que yo joine mourir cabaret ou lié avec inapplication ou bien irrespect de la Constitution. Si m'chita sous caractère que pas juriste là, ou bien raison. Parce que si vous êtes juriste, vous connaissez que ça, ce n'est pas l'État qui est directement responsable. Si moi-même, dit Frédéric Jodi Amba en mon calotte, ce n'est pas l'irresponsabilité de l'État. Ce n'est pas l'irrespect de la Constitution. Cependant, l'État, en tant que garant de la sécurité publique, il a obligation pour le poursuivre le citoyen Andy Frédéric, pour le punir suivant la justice. Mais lié tout à toute bagaille qui pas respecté à la Constitution, là, au ghetto. Merci beaucoup. Voilà, et on appelle pour terminer avec cette série, Monsieur Bonset Arthur. Normalement, non, un peu compliqué. S'il y a une erreur, on va rectifier. Ça va, merci. Et intervenant sur le palais, il presque prend place, parce que je ne suis pas d'accord que le professeur de Mesa dit pas aux politiciens. Et pour tout ça, nous connaissons implication. À un certain moment, il a fallu être candidat au Sénat, si je me bien comprendre. Si je me trompe, je vais expliquer. Est-ce que ça veut dire que la politique a une autre définition dans le pays d'Haïti par rapport à ça? Est-ce que grand pile monde qui tout dit politique c'est l'affaire des salauds, des gens sales? Est-ce que c'est monde qui dans chambre député au cap 20 votes, monde qui sénateur qui besoin de un ministère pour la faire brigandage, c'est ça les politiciens. Donc là je suis contre. Et peut-être une précision que m'a portée, je me souviens que dans l'introduction où tu dit que Jean-Claude Duvalier n'a pas été chassé, il a eu le temps de démissionner, mais surtout le temps de désigner son successeur. Merci. Voilà, Monsieur Dimiza, vous avez la parole avec 4 questions. Et la passion me condamnerait à inverser l'ordre des questions, mais la raison me condamne à respecter l'ordre chronologique des questions. Gonbaga est certain que politique, avec le temps, vit nos sciences. Mais malheureusement, en Haïti, on confond science politique, philosophie politique, morale politique, et dans la sphère de la vie privée, nous confondons science politique et engagement politique. On peut être engagé politiquement, mais sans obligatoirement accéder à de hautes fonctions politiques. Dans les pays occidentaux en particulier, et pardon, ça s'est développé aussi en Amérique latine, il y a des centres de formation spécialisés pour produire à la tonne des cadres techniques qui peuvent à un certain moment investir l'espace public, l'espace politique. Et le pas le plus concret, c'est la France, où on va y avoir l'ENA, et le Québec, comprenez, il vient créer ENAP, où il créer des cadres, il former des cadres de manière à ce que le monde sache qu'à gérer la chose publique, qu'à inscrire nos projets sociétals, qu'à inscrire nos projets de modernité, qu'à définir un cadre macro de gouvernance de manière à ce qu'on arrive à appliquer les politiques publiques. En ce sens, M. Lafortune a totalement raison en disant que, et ça c'est malheureux, que nos hommes et nos femmes politiques oublient qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans certains secteurs et ces personnes pourraient les aider à articuler leur discours. Ou pas faire discours politique, même Jean Bal font discours pour une femme ou un mène. L'obral d'une femme ou un mène, ou une liberté d'utiliser tout apanage que langue créole, langue française, langue anglaise, langue portugaise, langue russe, mais l'obral parler de politique, il y a des normes et des principes à respecter dans un discours
politique. En ce sens, monsieur Lafortune a totalement raison. Oui, je suis un grand propriétaire terrien. J'ai hérité d'une propriété achetée par feu mon grand-père, Régnier Pinard, en 1886. J'ai gagné au tribunal civil de Saint-Marc. J'ai gagné à la cour d'appel des Gonaïves. J'ai gagné à la cour de cassation. Ces trois instances ont reconnu mes droits inaliénables sur cette propriété. Bien que proche du général Cédras, je n'ai pas entamé les procédures ni à la cour d'appel ni à la cour de cassation durant la période du coup d'État. Ces procès ont été gagnés durant la présence de M. Aristide dans le pays. Est-ce que dans l'Haïti d'aujourd'hui, de 2016, il est permis à une seule famille d'avoir un domaine aussi vaste? Mes convictions profondes, mes croyances, mon idéologie m'obligent à dire qu'il faudrait trouver des mécanismes pour qu'il y ait une distribution d'une part de cette propriété à ceux qui l'ont cultivée. Et depuis tantôt 20 ans, ma famille attend la résolution et la restitution de nos terrains par l'État pour que nous organisions une distribution à toutes les familles qui ont contribué à mon éducation, qui ont contribué à ce que je suis, et nous allons faire une distribution de terrain à ces gens. Et si vous allez à déluger, les principales familles vous le diront. Vous le diront. Pour le temps. Je trouve simplement, Monsieur Arthur, je trouve simplement malheureux, et c'est comme ça qu'on détruit les gens, d'accuser une famille responsable du massacre de Piatra. Et nous savons très bien qui l'a organisé et qui était derrière. Allez voir du côté de Tabar, allez poser des questions sur ceux qui voulaient s'approprier illégalement de cette propriété parce qu'elle abrite le club méditerranéen. Donc je réponds à la question. J'ai été recruté pour mettre fin à cette dichotomie entre deux diplômes de fin d'études secondaires. Le baccalauréat et le diplôme d'une secondaire 4. J'étais très fier et très heureux de collaborer avec un homme de la dimension de M. Nesmi Maniga. Si j'avais à le refaire, je le referais. Mes convictions politiques ancrées dans mon moi profond ne m'empêchent pas d'agir à titre de consultant sur les problèmes de mon pays. Je peux être en dehors d'un gouvernement par choix, mais je ne peux pas aussi par choix être en dehors de la fonction publique. C'est un droit que la Constitution me reconnaît et j'exerce pleinement ce droit. Nous avons travaillé sur la généralisation du niveau secondaire avec toutes les lacunes et de la manière dont vous avez posé la question, monsieur. J'ai l'intime conviction que vous savez aussi les obstacles, les embûches qui ont été semées sur le parcours de cette généralisation. Cette généralisation, j'y crois, malgré ses imperfections. J'espère que j'aurai la chance de contribuer à l'évaluation du secondaire 2. Et j'en serai encore fier au nom de mes croyances profondes, de mes convictions de nationalistes et de patriotes, de contribuer à ce changement au niveau de l'éducation. Malgré les ratés, si vous allez dans les salles de classe, si vous comprenez ceux qui ont fait le nouveau secondaire, ils vous diront que ce nouveau secondaire, malgré ses imperfections, est bien meilleur que ce secondaire classique qui t'a pété zizier, Timoun, pays d'Haïti. Voilà. Et je ne m'excuserai pas en disant que je ne suis pas un politicien. Vous avez bien dû vous rendre compte, je n'ai jamais dit que je n'étais pas un homme politique. J'assume mes choix politiques, j'assume ma volonté d'espérer un jour d'être un homme politique. Mais le politicien, j'ai insisté là-dessus sur ce jeu de mots, au niveau de la sémantique, au niveau de la sémiologie.
Je dis, je refuse d'être un politicien, encore et encore d'être un politicien. Si vous aviez pris le temps de lire au second degré ce que je dis, vous auriez compris pourquoi je dis que je ne suis pas un politicien. Et voilà, c'est un café philo vraiment. C'était la dernière question. Le cas des 3 morts. C'était la dernière question. Justement, le cas des 3 morts. Je reprends ceci. En éliminant toute discrimination entre les populations. Discrimination veut dire aussi éliminer les discriminations entre les gens ayant certains problèmes, certains handicaps. C'est vrai. Sécurité ne se résume pas à mettre la justice ou la police en mouvement. La sécurité s'instaure avant. C'est prévoir. Parce que nous devons garantir les droits inaliénables et imprescriptibles à la vie. Voilà. S'il n'y avait pas l'analphabétisme, s'il n'y avait pas le maintien de ce peuple dans des croyances populaires aberrantes, ces 3 jeunes filles ne seraient pas mortes bêtement, n'auraient pas été lynchées sauvagement. J'estime que l'État est coupable. Voilà. Et quelqu'un l'a dit dans le public, le café est chaud ce soir. Et on continue sur cette lancée avec la deuxième série. On appelle d'abord M. Philippe Augustin, ensuite M. Cherisler Evans, et après ce sera le tour d'une dame, Rose Fabiola François, et en dernier lieu, M. Tineg. Il est appelé comme ça, il se fait appeler comme ça. Voilà, on recommande toujours la brièveté et la concision des deux côtés, de part et d'autre. Je dis bonsoir à l'assistance, je dis bonsoir aux intervenants. Je félicite M. Demeza pour son exposé. C'est un exercice difficile, vu le temps qui a été accordé pour le faire. Je regrette cependant que dans son exposé, il n'ait pas tenu compte de la question cruciale de la double nationalité. C'est un problème sérieux. Nous avons 4 millions d'Haïtiens vivant à l'étranger et ces problèmes doivent être résolus au niveau constitutionnel. Merci. D'accord, très bien. Voilà un exemple de brièveté. Monsieur Cherisler Evans. Moi, je dis bonsoir à intervenant, M. Demeza, et ainsi qu'à l'assistance. Alors, parler, c'est un acte de responsabilité lié pour philosophie. C'est ça que fait, souvent, je toujours hésité pour me parler. Mais je toujours voulu faire le tour dans le café philo, qui sont espaces côté que parole, c'est ça qui précède acte en monde qui dit que les responsables de l'humanité entière. Alors, m'a fait un commentaire d'abord. Nous vivons en Haïti, côté que 3 pouvoirs existent. Et nous connaissons théoriciens 3 pouvoirs. Une en fait, premier là, c'est Montesquieu qui parlait de séparation des 3 pouvoirs. Alors, Montesquieu, c'est un homme qui théorisait sur comment élaborer loi dans un pays. Ou pas élaborer loi dans un pays sans qu'on pas référer à culture, peuple, mœurs, ensemble de traditions, géographie, tout ça. Alors, moi-même, pas constitutionnaliste, je me pose à oser pour me réfléchir sur la Constitution et publier sur Facebook. Je ne sais pas si ça, c'est un acte punissable de la loi. Même si osé faire en tant que monde qui dit que vient pas vaut la peine si vous pas examiner action qu'on a posée et paroles qu'on a émettre. Alors, moi, une question que m'a posée en me référant à Montesquieu, qui dit ou pas qu'à créer loi dans un pays, ils sont pas référés avec climat, culture, peuple. Est-ce que m'obliger, c'est un juriste, un constitutionnaliste pour réfléchir sur qui loi qui pourrait réguler en société? Et si réponse là tourne vers la négation, qui est un sociologue, qui est un anthropologue, qui est un ethnologue, qui est un urbaniste, qui est un architecte, la réélaboration de lois constitutionnelles en dans le pays? Alors, pour reprendre les propos du professeur Auguste Demeza, le dialogue entre les différents acteurs en position de poser des actes ponctuels et pratiques pour que la population haïtienne connaisse un mieux-être doit être national, non pas sélectif. Alors, comment ce dialogue réel pourrait-il être véritablement effectif en se référant à la réalité socio-politico-économique actuelle du pays? En fait, n'est-ce pas une manière de, excusez-moi l'expression, de
baiser la population haïtienne en parlant de dialogue national. Serait-il vraiment effectif? Merci. Voilà, toujours, on est dans la brièveté. Tineg, et comme, voilà, Tineg est déjà là. Je salue tout le monde qui est sur le panel là. Bon, il y a pile, c'est deux. C'est Emmanuel Samedi et professeur Monsieur Demeza. Bon, pour nous faire plus vite. Bon, bref, je voulais connaître pour qui ça ou passer à pied joint sous Sandare le consensus de Washington qui mène nous à ajustement structurel. Jean Banabé dit qu'il n'y a pas ajuster dans la misère. C'est la misère, bon, j'en commencé. Misère à jamais. Donc, on dit ajustement structurel. D'abord, premièrement, ils ont tué nous comme peuple, ils ont tué l'agriculture, nous tué un paquet de bagages pendant ce temps. C'est eux qui ont proposé, ils ont venu comme sauveur et sauveteur, parce que nous avons noyé. Mais c'est eux qui viennent enfoncer le clou. Donc, ça, c'est un bagage nous pas qu'à passer à pied joint sous lui. Faut dire mon côté misère a commencé dans les années 80, côté a commencé à suspendre moun. Côté c'est Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, Fonds monétaire international. Dans le moment, seule référence bibliographique m'kabayo, son référence m'bato en viba et c'est Fritz des hommes m'badonné. C'est néolibéralisme. Comment livre là encore? M'ba fin songer, mais elle dit quelque mobile là-dedans. Donc, excusez-moi, pour m'arriver sur deuxième point de développement, nous avons parlé de droit linguistique. On demande yon peuple qui pas accepter tête et accepter langue qui tombe dans ça pour Price Moss qui te parlé de nous-mêmes qui te tombé dans bovarisme collectif, on peut capturer langue ni tout culture, comment vle pour pas dans contexte diglossique, comment faire pour pas gon langue qui supérieure, on langue qui inférieure et langue qui inférieure c'est langue majoritaire, jouer pour qu'on accepter comme langue qui doit en lait, il y a toujours dans misère. Merci. Voilà. Professeur Demeza, malheureusement, il nous reste seulement 5 minutes. Double nationalité. Je dis à Philippe qu'en 1986, fin 86, j'étais consul général d'Haïti à Montréal et j'avais produit un mémoire après consultation avec des secteurs de la communauté haïtienne de Montréal que me dévoyait dans l'affaire étrangère pour me recommander la double nationalité. Je suis pour la double nationalité, je suis peut-être pour la double nationalité avec des limites d'accessibilité à certains postes politiques. C'est un débat, mais c'est mon choix. Mais je crois que la double nationalité ne peut pas détruire Haïti. Oui, il n'est pas question que ce seulement les avocats, les juristes, les constitutionnalistes qui doivent rédiger. Moi, je crois qu'il faut aller plus loin. Et je pense que quand j'ai parlé tout à l'heure qu'il nous faut réellement ce dialogue national, cette conférence nationale, il faut que nous arrivions à faire l'ontogénèse de l'homme haïtien. Qui est l'homme haïtien? Est-ce que l'homme haïtien, c'est seulement le duré à pois? Est-ce que c'est seulement le tiaka? Est-ce que c'est seulement le rapadou? Est-ce que l'homme haïtien, c'est seulement le compas, c'est la musique racine? Est-ce que la musique classique de Jagger, Huber et autres de Justin Elie ne font pas partie aussi de ce patrimoine culturel aussi? Donc il faut l'ontogénèse. Il faut qu'on définisse l'homme haïtien de manière à qu'on puisse construire cette nouvelle société. Mais cette ontogénèse a des pistes enracinées, ancrées dans le monde rural. La combite, le partage, l'acceptation de l'autre, l'acceptation des différences, le non-rejet. Cette bataille pour arriver à une unicité, parce que tendre vers l'unité est fort difficile, mais déjà vers l'unicité et nous définir en tant qu'Haïtiens, et en tant qu'Haïtiens, malgré nos différences, malgré nos écarts, que nous les assumions, que nous les vivions, mais que nous puissions aussi partager le rêve commun d'une Haïti partagée. Comment dialoguer en se référant aux configurations politiques et sociales? Mais c'est ça le rôle de l'État. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas des conflits sociaux. Immédiatement qu'il y a une société économiquement libre, il y a des conflits. Il y a des conflits entre les propriétaires et les non-propriétaires. Il y a des conflits entre les patrons et les ouvriers. Il y a des conflits entre les hauts fonctionnaires et les petits fonctionnaires. Mais simplement, et c'est ça le rôle fondamental de la société, et je crois que c'est ça le combat que mon jeune ami Yves Lafortune mène, il faut tendre vers une gouvernance, il faut tendre vers des politiques publiques de manière à arriver à réduire les écarts. Réduire les écarts et tendre vers l'égalité ne veut pas dire que tout le monde a le même argent, tout le monde a la même maison, mais tout le monde a accès
a les moyens pour satisfaire ses besoins fondamentaux, ses besoins de base. Et c'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Dans toutes les sociétés, il y a des conflits, mais ça n'empêche pas que ces sociétés ont appris à vivre ensemble. Ce fameux vivre ensemble, ce fameux vouloir construire aussi ensemble. Bon, moi j'ai un problème avec le dernier intervenant. Yo. Yo, ça veut dire l'autre. Est-ce que l'autre est coupable ou est-ce que nous n'avons pas aussi une part de responsabilité? Moi, je pars du principe que nous avons en tant que citoyens, en tant que citoyennes, une part de responsabilité. Charlemagne Péral a été assassiné parce qu'il y a eu Conzé. Il y a eu l'accord de Washington parce qu'il y a les Haïtiens et les Haïtiennes qui ont cédé par devant l'étranger et ont accepté les conditions. On n'est pas venu, on n'a pas largué une bombe atomique, on n'a pas envoyé un missile Scud pour tuer nos cochons créoles. Il y a des gens qui ont été recrutés dans la société haïtienne. Il y a des agronomes qui ont participé à la tuerie, à l'abattage systématique. Il y a aussi des gens qui refusent de consommer local. Tout ce qui est importé est bien meilleur. Est-ce que le yo est le seul coupable? Est-ce qu'on ne doit pas se poser nous aussi la question? Qu'avons-nous fait pour changer les choses? Est-ce que nous n'avons pas modifié nos habitudes alimentaires? En 1954, sous le gouvernement de Magloire, après le cyclone Flora, je crois, les vivres alimentaires ont été transportés du nord et de l'Artibonite vers le Grand Sud, le sud-est, les Nippes, le sud et la Grand'Anse, pour subvenir aux besoins de la population sinistrée. En 1963, et en plus de cela, le président Magloire avait armé un navire de guerre haïtien et avait envoyé des vivres à la Jamaïque, qui avait été aussi durement frappée. En 1963, le gouvernement de Duvalier de l'époque a fait appel aux États-Unis. On nous a envoyé des vêtements usagés, les fameux Kennedy, qui sont devenus avec le temps les pépés, et on nous a envoyé du blé. L'occupation américaine a été un échec pour les États-Unis, avec les armes, mais l'occupation par le blé, la création et la multiplication, avec les plaques IT, les visas donnés aux gens, c'est ce qui détruit ce pays. Nous avons perdu cette conscience nationale entre guillemets, essayons de dégager aussi nos propres responsabilités. Arrêtons de jouer à l'autruche, arrêtons de dire comme Sartre, l'autre c'est l'enfer. C'est nous qui construisons cet enfer. Les droits linguistiques, si dans le respect de la Constitution, article 40, l'ensemble des droits sont publiés en français, la télévision nationale financerait des émissions en créole, au niveau de toutes les stations de radio, on imposerait un quota de musique haïtienne. Je pense qu'on pourrait arriver à donner aux créoles ces lettres de noblesse. Et j'en profite pour un hommage à Franck Etienne, à Lionel Trouillot et à tant d'autres, à Paury Jean-Baptiste, qui ont fait un travail excellent pour que le créole soit. C'est à nous de continuer. Nous, pour continuer à battre le créole, il faut battre l'estomac, nous créoles, nous français, nous espagnols, nous anglais. Il faut nous parler langue parce que nous avons un contexte. Ce n'est pas dit de parler français, ce n'est pas dit de parler créole, c'est dit que nous vivons dans un contexte. Nous travaillons en 2001 dans la campagne d'alphabétisation. Certes, l'oral dit paysan pour apprendre à parler créole seulement, il dit, mais pour qui ça la ville, c'est français, il apprend à parler. Je c'est fait dichotomie entre parler créole, parler français, c'est permettre mon accès à le plus d'outils linguistiques possible. Merci. Et voilà, vous l'aurez compris, on a été à contre-courant par rapport au temps. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à vous qui avez assisté à ce café philo assez spécial. Et merci bien sûr à professeur Demeza qui nous a gratifié d'un débat assez chaud, assez intéressant. Au revoir, à mardi prochain pour un autre débat beaucoup plus excitant. Ti moun sa yo plere, jime la kapeze, me kontinue mache, me joun la ka leve, me soleil ja monte. Haïti chérie, la vie pas finie, Haïti chérie, changement qu'a fini, Haïti chérie, la vie pas finie, Haïti chérie, continuez à sourire, Haïti chérie, la vie pas finie, Haïti chérie, changement qu'a fini, Haïti
transformation.